Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 19 de ce Tour d'Italie. On rentre dans le Money Time, mais bon, un Money Time qui n'a plus vraiment énormément de saveur avec un Pogačar qui domine. Forcément, ça change, ça modifie la course. Est-ce que des coureurs voudront vraiment oser sur cette étape? C'est pas si sûr que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les shorts également juste après l'arrivée des grandes compétitions. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis si vous n'avez pas les moyens mais vous voulez quand même soutenir mon travail, vous avez la possibilité également de rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. Alors j'enregistre un petit peu tard aujourd'hui. Il est 22h03, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bêtises dans ce que je vais dire. C'est la fin de la journée qui va être compliquée. Les 70-80 premiers kilomètres sont assez plats, sans trop de difficultés. Et puis après, vraiment surtout dans les 50 derniers kilomètres, c'est là où on va enchaîner les bosses. Mais ça ne seront pas des grandes bosses, ce seront des bosses avec des forts pourcentages, mais assez courtes. Typiquement, une étape pour une victoire de baroudeur. Parce que demain, il y a le double passage du Monte Grappa. C'est-à-dire que double passage du Monte Grappa, j'ai l'impression que ça fait peur. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'on va tenter des choses du côté des leaders du classement général, surtout pour la bagarre pour le podium. C'est peut-être là qu'on tentera des choses. Et peut-être que sur cette étape-là, l'étape 19, on va se réserver pour demain. Surtout qu'en gros, il n'y a peut-être plus forcément 150 coureurs qui sont en bagarre pour aller chercher quelque chose. Vous avez Guérin Thomas, Daniel Felipe Martinez, Ben O'Connor c'est quand même déjà un petit peu loin. Vous avez Tiberi peut-être pour aller chercher la 4e place, mais pour aller chercher le podium ça risque d'être compliqué. Également pour Tiberi, bon après c'est encore une fois ce sont des placettes entre 7 et 6, ça va pas changer grand chose, donc sinon c'est pour tenter d'aller chercher la victoire d'étape, sauf que face à Pogačar sur un parcours comme ça, vous avez de grandes chances d'être battu. Donc à part peut-être en essayant de prendre l'échappée, mais dans ce cas-là, il y aura quand même les comptes d'apothicaire également, donc ça pourrait rouler derrière. Mais si ça roule derrière, ça sera de nouveau à l'avantage de Pogačar. Moi, je pense qu'on va plutôt se concentrer demain. Si les écarts avaient été plus réduits, je pense qu'on aurait peut-être eu de la bagarre. Là, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Donc la grande question c'est est-ce qu'un coureur va prendre le risque de tout perdre sur cette journée, et je crois qu'on a déjà la réponse, ça sera non. Je pense véritablement qu'on aura une victoire d'un baroudeur. On peut toujours avoir une surprise, mais je pense qu'on aura plutôt la victoire d'un baroudeur sur cette étape. C'est quand même une étape qui va être sympa je pense à regarder, parce qu'on a des petits murs comme à Fano mais un peu plus longs, et ça je pense que c'est une étape qui peut être très spectaculaire. Dénivelé positif 3258 mètres, 6e étape la plus importante, la plus difficile dans ce classement, sur une longueur quand même assez courte, seulement 156 km, ça veut dire que ça va quand même pas mal dépoter sur la fin de journée. Allez, on regarde tout de suite le profil, le parcours de cette journée. On regarde tout de suite la fin de cette étape, et la fin, même le parcours de cette étape tout simplement. Numéro 19 entre Mortegliano et Sappada, étape de moyenne montagne de 156 km. Les difficultés se situent sur la deuxième partie de course. On va repartir encore du Frioul pour ce début de journée. San Marco, San Daniele dei Friuli. Sprint intermédiaire assez tôt au kilomètre 55 à Peonis, ce qui devrait permettre à des coureurs de quand même prendre des points, même si après derrière ça devient trop compliqué. Il y aura peut-être même une bagarre au niveau des sprints volante. L'Intergiro arrive aussi assez tôt après la côte de Rosa del Venti, 6 km à 4,2% de moyenne, 1 km 92,5, une côte qui n'est pas au classement de la montagne, pardon. Enfin, elle arrive assez tôt, elle arrive quand même qu'à seulement 56 km de l'arrivée. Et à partir de Polaro, c'est là où ça devient très difficile
pour la fin de journée, avec notamment la première côte au classement de la montagne de cette étape au kilomètre 104,5, une côte de 6,9 km à 5,8% de moyenne, le Passo du Rhône. Donc là, le sprint l'Inter Giro sera ici. Et ensuite, c'est un mur, 10,8%, 10%, 9,8%. Certes, la moyenne est marquée à 5,8, mais parce que vous avez ces 3 premiers kilomètres qui, en fait, il ne faut pas les inclure dans la montée. Sinon, vous voyez, on est largement au-delà des 9% de moyenne sur 3 km, quasiment 4 km. Ça veut dire que ça va quand même pas déconner dans le Passo du Rhône. Après le Passo du Rhône, ça redescend. Sprint bonification à Cerchivento au kilomètre 115,5 avant le Sella Valcalda, 8 km 9 à 3,7 de moyenne, côte de 3e catégorie. Il y a quand même une rampe à 10%, mais là encore, je ne comprends pas pourquoi on a décidé de prendre ces premiers kilomètres là qui sont très plats du côté de Pro Cycling Stats, parce que ça n'a aucun sens. C'est vraiment sur la deuxième partie que ça va être dur. Là encore, on est sur 4 km 9, 5 km de montée, avec notamment cette rampe à 10% qui est assez sévère. C'est un peu plus simple que l'autre difficulté, ça reste quand même une belle côte de 3e, 2e catégorie. Et puis après, on redescend avant une petite bosse de 3 km 7 à 5% de moyenne. Et puis après, c'est de la route en prise avec le Cima Sappada, 10 km 7 à 4,4 de moyenne. Les 2 derniers kilomètres sont à plus de 8,5. On va vous le montrer tout de suite. Vous voyez, donc vous avez une première rampe ici, puis après de nouveau un petit mur, 18, 8,2%. Donc ça va être dur au niveau des pourcentages. Malgré tout, ce sont des côtes assez courtes. Donc est-ce qu'on aura les capacités de faire les écarts? Il ne faut pas être dans une mauvaise journée, comme toujours, mais je ne suis pas sûr que les leaders vraiment se donnent la peine d'essayer de faire des écarts. Et puis la fin de journée, on regarde les 5 derniers kilomètres, vous voyez, donc là c'est une très légère descente après la dernière difficulté du jour. Ça regrimpe entre 2 km de l'arrivée et 1 km de l'arrivée avant un dernier kilomètre plat. Et du côté de la carte, vous voyez que c'est quand même pas si facile que ça au niveau technique. Donc vous avez cette petite descente, ça regrimpe entre 2 km de l'arrivée et 1 km de l'arrivée. Faire attention, il y a un rétrécissement, un virage à 90 degrés. Et au niveau du dernier kilomètre, les 200 de 1 km à 800 mètres de l'arrivée, vous voyez, vous avez cet enchaînement de virages qui permettra peut-être à certains coureurs de tenter d'attaquer si on avait un petit groupe pour tenter de faire le coup du kilomètre. On regarde la météo pour cette étape en regardant la carte également de cette journée. Une météo qui sera encore pas évidente, avec un temps encore très humide, avec de l'orage, de la pluie attendue. On aura aussi une température entre 20 degrés en plaine, mais sur la fin dans les hauteurs, parce qu'on sera en termes d'altitude à 1200 mètres, ce qui n'est pas très haut, mais il fera plus que 11 degrés. Donc ça, il faudra faire attention. Et du côté du vent, on sera plutôt sur un vent de sud-ouest, sud-sud-ouest. Donc il devrait pas trop gêner les coureurs, qui devrait même plutôt pousser les coureurs. À part peut-être dans le Cima Sappada, s'il est vraiment sud-ouest. Mais sur la fin, il est plutôt de sud, ce vent. Selon la chaîne météo. Allez, on regarde tout de suite la rubrique Histoire de ce Giro d'Italie. L'histoire du Tour d'Italie. Alors, avant de parler d'histoire, j'ai encore oublié de vous parler des segments Strava, comme tous les jours quasiment. Je devrais faire une partition de vidéos qui s'appelle les segments Strava. Le Passo du Rhône. Le meilleur temps a été réalisé par Alexandre Geniez, c'était en 2018 lors d'une étape du Giro. Alexandre Geniez qui avait fait le meilleur temps, 14 minutes 15 à 17,5 km/h de moyenne à l'époque. Il était chez AG2R, le coureur Alexandre Geniez. Il y a Thibaut Pinot, 4 minutes 19 à 17,4 km/h, 407 watts de moyenne. On a aussi Ben O'Connor en 14 minutes 21. Et pour le Sella Valcalda, c'est Davide Toneatti en 19 minutes 46, qui était un cycliste amateur.
Je n'ai pas de temps chez les professionnels. Il avait fait 299 watts de moyenne lors de sa montée et 19,5 km/h. Donc on a entre 19 et 20 minutes. Voilà pour la deuxième montée. Et la première montée, on est au niveau du quart d'heure. Cette étape, donc on part de Mortegliano. Mortegliano n'a jamais connu de passage du Giro masculin. Par contre, il y a eu une étape du Giro féminin qui est arrivée dans cette localité. Et à l'époque, en 2021, c'était une certaine Lorena Wiebes qui s'était imposée. Elle était dans sa première année du côté de la DSM. Lorena Wiebes qui avait déjà remporté une première étape à Carouguette sur ce Giro 2021 et elle avait réussi vraiment à faire du très très bon boulot avec la DSM. C'était même peut-être sa première victoire sur un grand tour à ce moment-là. Du côté de la montée du Passo d'Uron, ça sera le deuxième passage du Giro dans cette montée. La première fois, c'était en 2010 lors de l'étape du Monte Zoccolan. C'était la deuxième difficulté de la journée d'une étape qui était très longue, 222 km, un peu configurée de la même matière, c'est-à-dire une première moitié d'étape très plate et ensuite un enchaînement de cols. Il y avait déjà également le Sella Valcalda également au programme. Ivan Basso qui avait mis 1 minute 20 à Calais d'Evans. Scarponi avait fini à 1:30. Cunego à 1 minute 58. Vinokourov à 2 minutes 26 dans cette journée. C'était John Gadret, le premier français, qui était 10e. Et au général, à ce moment-là, c'était David Arroyo qui était en tête, le coureur de la caisse d'épargne. Et ce Giro 2010 sera remporté par Ivan Basso devant David Arroyo. Et Vincenzo Nibali. Cadel Evans prendra la 5e place du classement de cette épreuve. Et puis le Sella Valcalda, donc 6 passages par le Tour d'Italie. Le premier en 1987, le dernier en 2018 lors de l'étape numéro 14 qui avait été remportée par Chris Froome en haut du Monte Zoccolan face à Simon Yates, mais le match avait été serré entre les deux coureurs. Et puis le Sappada avait été franchi lors de l'étape du lendemain, donc en 2018 lors de l'étape numéro 15, une étape qui avait été marquée par la défaillance de Christopher Froome. Ça avait roulé assez vite, l'échappée avait mis beaucoup de temps avant de sortir. C'était Nico Dens qui était le dernier à être repris, le coureur à l'époque d'AG2R. C'était une étape vraiment assez dur, 4000 mètres de dénivelé positif, il n'y avait pas forcément de grandes difficultés, c'était un enchaînement de petites bosses, c'était mal plat, voilà, pendant toute cette étape. Et Chris Froome qui avait complètement explosé lors de cette étape, voilà, il avait vraiment connu un jour sans, seulement 17e, Wout Poels essayait de le tracter, il n'arrivait pas à suivre Wout Poels, il avait été lâché notamment par un groupe avec Alexandre Geniez qui était pourtant dans l'échappée et également Thibaut Pinot qui avait repris du temps ce jour-là, et ça avait été une démonstration de Simon Yates dans le final qui avait réussi en quelques kilomètres à reprendre 41 secondes d'avance. À ce moment-là, on se disait Simon Yates gagnera ce Giro 2018, et puis quelques jours après il aura une énorme défaillance, le coureur britannique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un Giro qui était parti de l'étranger, c'était le Giro qui était parti de Jérusalem, du côté d'Israël, voilà, en Israël, je vais y arriver. On passe tout de suite au cycliste du jour, et aujourd'hui on va parler de Franco Pellizotti, le coureur italien passé par la Liquigas et ensuite Androni Giocattoli et la Bahreïn. Coureur qui avait commencé chez Alessio, et puis quand Alessio avait fait faillite, enfin s'était arrêté en fin d'année 2004, ils n'avaient pas fait faillite, ils avaient juste arrêté le sponsoring dans cette équipe qui existait depuis quasiment 20 ans. Eh bien la Liquigas avait repris pas mal
coureurs. Alors la carrière de Franco Pellizotti sera émaillée d'une affaire de dopage suspendue 2 ans pour anomalie sur son passeport biologique. Il va perdre les résultats de 2009 et de 2010. Il aura 2 ans de suspension et à ce moment-là, il dira même qu'il prendra sa retraite et puis il reviendra sur ses propos en 2012. Vainqueur de 2 étapes sur le Tour d'Italie, également coureur qui a fini sur le podium du Tour d'Italie en 2009, 2e, 4e en 2008, également 11e en 2013, 12e en 2014 du côté du général. Il a fait également le Tour de France avec, il faut bien le dire, moins de réussite et le Tour d'Espagne là aussi avec moins de réussite pour le classement général, mais souvent dans les échappées sur ces épreuves-là. Voilà, un coureur qui... on n'a jamais su vraiment quel était le profil de Franco Pellizotti. Est-ce que c'était plus un profil de chasseur de classique? Est-ce que c'était plus un profil coureur par étape, grimpeur, mais avec une bonne pointe de vitesse? On a toujours été un petit peu dans l'expectative, j'ai envie de dire, avec ce coureur italien. Qui est désormais dans l'équipe de la Bahrain Victorious. Il est directeur sportif, assistant sportif du côté de la Bahrain Victorious après avoir fini sa carrière en 2018, pardon. À l'époque, il était équipier de Nibali et il avait pris une 3e place sur une étape de la Vuelta cette année-là où Nibali avait eu du mal dans cette année 2018 à avoir des grands résultats, 6e également du mémorial Marco Pantani et il va arrêter sa carrière sur le Tour de Lombardie. Pour un Italien, ça ne se refuse pas du côté d'un résultat sur cette course, surtout qu'il avait pris une 8e place en 2013 sur le Tour de Lombardie. De manière assez surprenante, ce qu'on retient surtout de Pellizotti, c'est sa longévité. Il a commencé en 2001, il va se retirer en 2018. C'est quand même 19 grands tours, 4 Vuelta, 4 Tours de France, 11 Giro et 35 classiques en participation, 9 Liège-Bastogne-Liège. Enfin, quand on dit classique, c'est monument. 9 Liège-Bastogne-Liège, 15 Milan-San Remo, 11 Tours de Lombardie. Et pourtant, dans son palmarès, seulement 12 victoires. Voilà, c'est pas un coureur qui gagnait souvent. Sa dernière victoire, même, elle remontait en 2012 avec un titre de champion d'Italie. Il y a une étape de Paris-Nice, 2 étapes voilà, du Tour d'Italie, une étape du Tour de Pologne, mais pas voilà, de grands résultats forcément pour Pellizotti, mais c'était un coureur qui était souvent très très régulier, notamment les années où il a eu des résultats sur les grands tours. Du côté de la stratégie, moi je pense que du côté des leaders, ça sera statu quo, donc je vois bien une échappée aller au bout. Et je pense que les coureurs vraiment vont attendre demain avec une certaine peur. Du côté de mes favoris, je mets Quinton Hermans, le coureur d'Alpecin de Koninck. On l'a quasiment pas vu de ce Giro, donc c'est peut-être la bonne étape pour décider de se réveiller. Julien Lafilippe, forcément, avec des bosses comme ça, avec du pourcentage, pas forcément très longue, ça correspond à ses capacités. Je mets quand même Pogacar, parce qu'on ne sait jamais, avec la manière de courir de certaines équipes, si l'échappée met du temps à sortir, et je pense que ça peut être le cas parce que beaucoup de coureurs voudront faire partie de l'échappée. Si derrière, il y a une équipe de leaders qui décide de se mettre à rouler, comme la DSM, je sais pas, Ineos peut-être pour tenter de déstabiliser Daniel Felipe Martinez, eh bien ça pourrait réussir à Pogacar. Et puis en grosse cote, j'ai mis Simon Clark, le coureur de la Israël, qu'on a quasiment pas vu également sur ce Giro, un petit peu décevant, mais avec une équipe Israël qui n'a pas été aidée, notamment avec beaucoup d'abandon d'entrée sur cette épreuve. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 12h45, le départ fictif à partir de 13h05. Péonis, le sprint intermédiaire à 100 km de l'arrivée, entre 14h25 et 14h33. Paolo Haro Intergiro avant le Passo d'Uran, à 56 km de l'arrivée, enfin au tout début du Passo d'Uran, entre 15h27 et 15h41. C'est la Valcalda, deuxième catégorie, à 35 km de l'arrivée, entre 16h07 et 16h27, pour une arrivée prévue entre 16h57
et même plutôt 16h59, pardon, à 17h26. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!